Bonsoir, mardi 8 décembre, bienvenue dans le journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes. Voici les titres de cette édition. Sécheresse, pics de canicule et de pollution, les effets du réchauffement climatique se sont observés aussi localement ces derniers mois. 2020 pourrait bien devenir d'ailleurs l'année la plus chaude jamais enregistrée en cette journée mondiale du climat. Nous recevons Alain Mazot, climatologue au laboratoire LSCE. C'est un dispositif qui a du sens en cette période épidémique, un bouton pour demander l'arrêt du bus sans contact fonctionnant en hologramme, son nom Holostop, il est testé en ce moment sur le réseau de Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, à l'heure où les théâtres sont encore fermés, une création artistique est en cours de préparation dans l'agglomération. J'habite #Saint-Quentin en Yvelines permettra de découvrir le territoire saint-quentinois et pour ce faire, des habitants ont enfilé le costume de comédien. C'est donc ce mardi 8 décembre, la journée mondiale du climat. À cette occasion, le premier bilan dans un instant de l'usine de biométhanisation mise en service voici 3 ans à Thoiry. Je reçois d'abord Alain Mazot, bonsoir. Bonsoir. Qui est avec nous en visioconférence. Vous êtes climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. C'est une unité mixte qui est de recherche, qui est entre le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, le CNRS et l'université Versailles-Saint-Quentin. Alain Mazot, 2020 sera sur le podium des années les plus chaudes jamais enregistrées selon l'Organisation météo mondiale. Est-ce que 2020, d'après vous, peut être l'année la plus chaude jamais enregistrée ? On sait que 2016 fait office de record en termes d'année la plus chaude. Ce qui est sûr, c'est que ce sera vraiment une des années les plus chaudes. Il faut vraiment attendre la fin de l'année, le bilan global, pour savoir si ça dépassera 2016 ou pas. Mais en tout cas, ce sera vraisemblablement sur le podium, donc avec 2019 aussi. Donc vous voyez que c'est les années très récentes et peut-être ces années qui monopolisent les premières places des années les plus chaudes à l'échelle globale de la planète. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ça arrive, on va le savoir si c'est l'année la plus chaude 2020, mais dans une année marquée aussi par la crise sanitaire, ce qui a fait qu'on a beaucoup moins parlé de l'urgence climatique. Est-ce que ça n'a pas été mis trop de côté en cette année ? On a parlé davantage de Covid-19, peut-être pas assez d'urgence climatique. Je ne sais pas, c'était normal de parler du Covid-19, c'est évident ça. On parle quand même ces jours-ci, vous savez, il y a eu la Convention citoyenne qui avait émis des propositions pour réduire d'ici 2030 de 40% de nos émissions, des propositions sur le transport, sur l'aménagement, sur l'industrie, sur la communication. Et actuellement, tout ça, c'est en vue de la future loi climat. Et tout ça, c'est en débat finalement entre les personnes de la Convention citoyenne et après le législateur, c'est-à-dire le Parlement. Donc on en parle, si vous regardez ces derniers jours, on en parle. C'est normal que ça ressorte beaucoup moins, évidemment, que la pandémie. On a compris qu'il y a un travail qui est mené tout de même. Justement, cette année est ponctuée par 2 confinements. Alors, l'un était total. On a vu qu'il y avait une baisse drastique de l'activité humaine. On voyait pas grand monde dans les rues, plus de monde peut-être à domicile, ce qui a peut-être augmenté la consommation. L'autre confinement, plus léger, avec des personnes certes en télétravail, mais on voyait moins les effets de ce confinement. Est-ce que vous avez observé des conséquences directes de ces 2 confinements sur le climat, ou peut-être c'est trop tôt encore pour le dire ? Sur le climat, c'est trop tôt pour le dire, et il n'y aura pas de conséquences énormes sur 2020, justement à cause de l'inertie. Par contre, on a noté une baisse des émissions de CO2, de gaz carbonique, qui n'est pas si énorme que ça. C'est que 6% à l'échelle de la planète et de l'ordre de 10% pour la France étalé sur 12 mois. Donc effectivement, les mois de confinement, ça a baissé davantage. Mais donc il y a quand même eu un effet, pour cette année, sur les émissions, mais sur le climat, compte tenu de l'inertie du système, il n'y aura pas grand-chose, je pense. Et donc dans ce contexte où le réchauffement climatique progresse, on pense forcément, si on doit dresser les causes principales, l'émission des gaz à effet de serre, il y en a d'autres, des causes à ce réchauffement climatique qui se poursuit ? Honnêtement, la principale cause, c'est nos émissions de gaz à effet de serre. Et dans ces émissions de gaz à effet de serre, c'est le gaz carbonique qui est responsable
de la majorité, si vous voulez, du réchauffement. Des 2/3 du réchauffement sont attribuables au gaz carbonique que nous émettons. Il faut savoir qu'on émet quand même plus, à l'échelle globale, à l'échelle de la planète, plus de 40 milliards de tonnes de CO2. Donc, ça aurait été de l'ordre de 43 s'il n'y avait pas eu les confinements et tout ça. Si vous baissez de 6%, vous retombez vers 40. Vous voyez bien que ça reste un chiffre quand même énorme. Voilà. Voilà pour les causes et les conséquences. Alors, on les voit aussi à notre échelle locale. Dans les Yvelines, on a consacré des reportages cette année à la sécheresse, alors qui impacte directement les agriculteurs, mais aussi les forêts. On a fait un reportage notamment avec l'Office national des forêts, où on a pu constater que la sécheresse allait avoir des répercussions très néfastes sur les arbres. On constate aussi chaque année, il y a des pics de canicule. Désormais, plus globalement, les conséquences, est-ce qu'il y a des conséquences plus désastreuses? Quelles peuvent être ces conséquences plus désastreuses à l'échelle de la planète? C'est déjà pas mal, des épisodes de canicule et de sécheresse, parce que quand il fait chaud, ça évapore davantage, ça peut favoriser les incendies. Donc, en particulier, cette année, il y a eu des incendies vraiment très importants en Californie. L'an dernier, c'était en Australie. Oui. Donc, l'élévation de température et le fait qu'il y a plus d'évaporation, ça fait aussi que les rivières ont moins de débit, notamment en fin d'été. Alors, il y a des tas d'autres conséquences, comme la fonte des glaces. Si vous allez voir la mer de glace au Mont Blanc, vous verrez, l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation de l'intensité des tempêtes, en particulier vers les Caraïbes. Donc, et je ne parle pas des impacts sur la biodiversité, parce que quand vous changez l'environnement, comme c'est le cas rapidement, vous changez les précipitations, l'humidité, donc vous changez la végétation, il y a des impacts importants sur la biodiversité, en plus de l'action humaine, construction, etc. Alors on est à la fin de cette année 2020, quasiment 5 ans après l'accord de Paris, qui a été pris lors de la COP21 en 2015, qui avait suscité, il faut le dire, beaucoup d'enthousiasme à l'époque, avec 200 pays qui s'engageaient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 voire 2 degrés. Force est de constater que ça va être difficile. On sait que le réchauffement atteint déjà environ 1,2 degrés. Est-ce que les objectifs sont inatteignables, ces 2 degrés que l'on avait fixés comme objectif il y a 5 ans? 1,5, honnêtement, 1,5 par rapport au pré-industriel, ça va être difficile. 2 et quelques, si on réussit la transition, si au cours, disons, des années à venir, mais de manière persistante, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, je ne dis pas qu'on sera pile à 2 degrés, mais ce sera beaucoup moins, avec des conséquences beaucoup moins graves que si on ne fait rien et qu'on continue à y aller à fond sur le pétrole, le charbon et les gaz. Donc il y a quand même de l'espoir, parce qu'il y a des actions qui se mettent en place. Il y a aussi des politiques qui essayent, par exemple, dans les zones urbaines, de favoriser la voiture électrique, ce qui est bien en France, puisque notre électricité est décarbonée. Donc, des aménagements aussi de transport. Voilà, donc on essaye de revenir au train de fret. Faut pas dire qu'il ne se passe rien, mais l'effort doit être amplifié et continuer sur les années à venir. On va terminer sur cette note d'espoir en cette période difficile. Merci Alain Mazot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Depuis 2017, une usine de méthanisation territoriale a été créée par le parc zoologique de Thoiry. Le but derrière une démarche environnementale pour diminuer sa consommation d'énergie. De nombreux déchets y sont traités pour être ensuite récupérés par les agriculteurs des environs pour leurs terres. Premier bilan avec Bichente Merien Santisteban. L'éléphant, star de l'unité de méthanisation du zoo de Thoiry grâce à la richesse de son fumier. En effet, le zoo fournit 10% des matières organiques traitées par Thoiry Bioénergie. Les 90% restants sont les déchets des agriculteurs, des habitants et des communes des environs. Thoiry Bioénergie, c'est une unité de méthanisation territoriale. Ça veut dire que nous traitons ici les déchets du territoire dans une proximité d'environ 20 à 25 km autour de l'usine. Et également, nous restituons la matière organique et l'énergie dans un rayon très proche d'environ 10 km. La méthanisation, c'est le processus d'accélération de la dégradation des déchets organiques.
Les déchets sont traités en 5 étapes distinctes jusqu'à la récupération d'une énergie appelée biogaz qui est envoyée dans l'unité d'épuration. Ici, on prépare le biogaz sous forme de biométhane. Donc ça veut dire qu'on sépare le dioxyde de carbone du méthane afin d'avoir donc un gaz riche en méthane qui soit injecté au réseau de gaz local. Un processus biologique doublement vertueux pour récupérer un carbone vert mais également une réutilisation des déchets une fois traités par les agriculteurs. Ce procédé donc permet de dégrader le carbone sous forme d'énergie en 21 jours, donc c'est assez rapide. Ensuite, bien entendu, pour la matière organique qui doit retourner au champ, là nous avons environ 6 mois de stockage, donc qui nous permet aussi de parfaire cette matière qui retourne au champ. Un processus local qui aspire à s'étendre dans tout le territoire pour réduire les trajets de transport des matières organiques. Chacun pourrait ainsi agir contre le réchauffement climatique en faisant traiter ses déchets dans l'usine de méthanisation la plus proche. Environnement toujours, mais à Villepreux, un nouveau lieu de promenade a été aménagé en entrée de ville à la place de l'ancienne friche près du nouveau quartier du Haut des Moulins. La pépinière de 8 hectares comprendra plusieurs chemins et des espaces d'observation. Mickaël Elmidoro. Une bouffée d'air aux portes de Villepreux. Après un an de travaux, une nouvelle pépinière de 8 hectares vient d'être aménagée près du nouveau quartier des Hauts du Moulin de la ville. Un projet attendu par les 10 000 habitants de la commune. Il faut voir d'où on part, c'est-à-dire que cet espace-là n'était pas valorisé, c'était une friche où on retrouvait d'ailleurs des carcasses de voitures brûlées, c'était ce genre de choses qu'on retrouvait dans cet endroit-là et qui posait aussi son lot de problèmes de sécurité. Donc justement, l'ambition de remettre un espace vert, de remettre de la biodiversité en ville en aménageant cet espace, c'est évidemment quelque chose qui est très positif pour la commune de Villepreux. Dans cet espace, on retrouve des chemins pour permettre de circuler, des bancs et également des pontons pour pouvoir observer la plaine de Versailles. Au total, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a investi près de 300 000 €. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est 60% d'espaces non bâtis, donc des espaces verts, agricoles et forestiers. Cet espace de 8 hectares donc, s'ajoute à ces 60%. Nous avons, au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, investi pour pouvoir ouvrir cette pépinière qui était tout simplement une friche forestière. La nouvelle pépinière n'est pas encore totalement terminée. Des arbres fruitiers vont être plantés dans les prochaines semaines. Un parcours pédagogique sera également mis en place. Transport avec le trafic du RERC qui reste perturbé une semaine après. Rappelez-vous, le coffrage de 300 tonnes servant à la réalisation d'une poutre en béton s'était effondré sur les voies à Paris. Hier lundi, les énormes travaux de déblayage ont débuté. 150 personnes mobilisées 24 heures sur 24 pour les effectuer. 350 tonnes de matériel, dont 2 grues ferroviaires, ont été dépêchées sur place. Pour le moment, pas de date fixe estimée pour la fin du chantier. En attendant, la circulation reprend peu à peu sur la ligne C, empruntée chaque jour par 540 000 voyageurs. Comptez 2 trains par heure, comptez 2 trains par heure dans les deux sens de circulation sur l'axe Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Plusieurs gares franciliennes restent non desservies. Retrouvez toutes les informations sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Un bouton holographique qui permet de signifier au chauffeur que l'on souhaite descendre au prochain arrêt. C'est le principe d'Holostop. L'innovation est testée actuellement pendant 2 mois sur 5 véhicules du réseau Skibus dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pas de contact pour plus de sécurité dans le contexte épidémique actuel. Le reportage de Mélanie Poquet. C'est un geste réalisé des dizaines de fois par jour par les usagers. Mais depuis ce lundi à Saint-Quentin-en-Yvelines, plus besoin de toucher le bouton stop. Un hologramme le remplace. Je trouve que c'est très bien. Je ne m'étais pas rendu compte. Et là, je découvre un nouveau système. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est bien, quoi. Enfin, avec tout ce qui se passe en ce moment avec le Covid-19, c'est bien dans les transports en commun. Le principe de l'holostop, c'est un écran LCD qui est réfléchi par des miroirs et ces miroirs enchaînent cette image dans l'air en forme d'hologramme. On a juste à toucher du doigt l'image qui est dans cet air pour activer la demande d'arrêt qui se trouve dans les véhicules. 5 bus de 2 lignes sont pour le moment équipés de ce système. La 401 reliant Morpas à Versailles et la 415 permettant d'aller de Bois d'Arcy au Mesnil-Saint-Denis. Elle transporte 8000 personnes chaque jour.
La réflexion, on l'avait depuis quasi un an, donc c'était bien avant, heureusement. Effectivement, avec la Covid-19, ça a précipité et on s'est dit, effectivement, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on l'inaugure pour rassurer les clients. Vous savez, les transports publics sont sûrs aujourd'hui. Lancée lundi 7 décembre, l'expérimentation va durer 2 mois. À terme, RATP Dev espère équiper les 170 véhicules du réseau Skibus et la développer dans d'autres sociétés de transport. On reste à Saint-Quentin en Yvelines avec le lancement depuis quelques jours de l'application mobile Shopping Sky. Elle est désormais disponible sur les plateformes App Store et Google Play. L'application permet de soutenir vos commerces de proximité en achetant local. Vous y retrouvez les commerçants des 12 communes de l'agglomération pour réaliser vos commandes en ligne possibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Chaque achat vous permet de cumuler des points de fidélité. Pour le moment, 58 commerçants sont référencés. Pour faire partie de Shopping Sky, les inscriptions sont encore possibles pour les professionnels. Et n'hésitez pas à vous rapprocher des services de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un secteur en grande difficulté avec la crise économique, celui des espaces de loisirs indoor. Certaines structures ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires. À Morpa, l'Urban Jump a dû refermer ses portes, poussant les propriétaires dans une situation très difficile. Les précisions de Mélanie Poquet. Le loisir aimerait bien rebondir. À l'Urban Jump de Morpa, l'ambiance est plutôt morose. Avec les 2 confinements, le site accuse 265 000 € de perte de chiffre d'affaires. Fermeture de 3 mois. Nous avons rouvert à la pire période parce que nous avons une saisonnalité inversée, l'été étant le moins propice aux affaires. Et refermé au moment où l'activité était la meilleure. On le vit très très mal parce que bon, déjà ce sont des lieux de vie, c'est l'habitude de vivre et là c'est vraiment mort. Et ensuite au niveau de l'entreprise, c'est une véritable catastrophe parce que les aides sont certes importantes, mais on est très 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 loin du compte. Propriétaire de 2 autres structures de loisirs à Morpa et Lancourt, Sébastien emploie 15 salariés, tous actuellement en chômage partiel. Partout on entend parler du click and collect qui est une manière de se refaire. À notre niveau, c'est impossible. Je ne peux pas sortir pour vendre un bout des trampolines. Et puis même si on avait à vendre des places à l'avance, ce serait du chiffre d'affaires qu'on anticiperait et qu'on ne ferait pas l'année prochaine puisqu'ils utiliseraient la place. Selon l'association professionnelle SPACE, 12 000 emplois directs sont menacés. Avec une visibilité jusqu'au 31 décembre, Sébastien espère ne pas avoir à définitivement baisser son rideau. Pour refermer ce journal, cette création artistique pour découvrir l'agglomération saint-quentinoise, la compagnie 7 septembre prépare son spectacle. Son nom, j'habite #Saint-Quentin en Yvelines, dans lequel les habitants ont revêtu le costume de comédien. Justine Brasier et Nicolas Dandry. Trappes, Coignières ou encore Manille et Hameaux, voilà de quoi parlera le spectacle J'habite #Saint-Quentin en Yvelines, une création de la compagnie 7 septembre composée de témoignages d'habitants de Sky. Objectif, donner la parole aux Saint-Quentinois. J'ai déposé un projet effectivement auprès de la communauté d'agglo de Saint-Quentin en Yvelines pour faire parler tous les Saint-Quentinois et Saint-Quentinoises et pour essayer un petit peu de comprendre ce que c'était ce processus de communauté d'agglo qui a juste un nom et qui est divisé en 12 villes. Et puis aussi parce que ma compagnie travaille beaucoup sur le témoignage. Un questionnaire a été établi en amont pour interpeller les habitants via les réseaux sociaux. 5 personnes ont été choisies pour participer à la création. Ils ont à cœur de parler de leur ville. Trappes, j'y suis depuis 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Trappes depuis des années et des années. Moi, j'aimerais casser justement tout ce stéréotype. Aujourd'hui, c'est plus ce que c'était et c'est une ville où finalement, comme toutes les autres, où on s'y sent bien. J'ai trouvé super intéressant de pouvoir parler de sa ville, d'autant que j'y suis moi depuis plus d'une trentaine d'années. Une commune plutôt riche en événements, riche en équipements et puis surtout une population plutôt solidaire. Les témoignages écrits des habitants de Sky seront mis en scène et théâtralisés. 2 comédiens sont présents sur le projet pour accompagner le groupe dans le processus de création. S'il y a des petites scènes à jouer, on pourra les jouer et être avec eux, les encadrer. Ouais. Enfin, au lieu de l'encadrement, ce serait plutôt accompagnement. C'est vraiment ce mot-là, je dirais. D'être là en soutien, d'être là pour aider à la mise en scène, si jamais il y a besoin de conseils. Le spectacle aura lieu le samedi 13 février au Petit Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, en partenariat avec le musée de la ville.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain, mercredi, pour une nouvelle édition. Belle soirée avec TV78.